Alors l'actualité à 13h39, c'est aussi Michel Barnier et Bruno Retailleau en déplacement à la frontière franco-italienne, au programme des échanges avec les ministres italiens en charge de l'immigration pour tenter de renforcer la coopération entre les deux pays. Et on va écouter justement Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, souvenez-vous, il avait dit l'immigration n'est pas une chance et il faut reprendre le contrôle, vous allez l'entendre, et pourquoi pas en s'inspirant du modèle italien. Le peuple français, mais aussi les peuples européens, nous demandent de reprendre le contrôle, un contrôle qui nous a échappé. Sur l'Italie, bien sûr, il faut s'inspirer. Pourquoi est-ce que la France, on ne le ferait pas avec d'autres pays ? Pour l'instant, c'est une opération qui débute, l'opération qui consiste à prendre des migrants en mer pour les transférer en Albanie. Nous, on a aujourd'hui, notamment sur les demandeurs d'asile, on a une règle constitutionnelle qui date d'ailleurs de 1946 et qui nous dit, voilà, il faut examiner les demandes d'asile sur le sol français. Donc on ne peut pas vraiment tout copier. Mais je pense qu'on peut s'inspirer des meilleures pratiques. Voilà, Bruno Retailleau, méthode ferme, Raphaël Steinville, il occupe le terrain. Oui, parce que ces derniers temps, on aurait pu penser que la seule question qui importait était la question budgétaire, celle du budget. Mais si Michel Barnier et Bruno Retailleau doivent d'avoir encore un soutien des Français, c'est précisément parce qu'ils ont, et notamment Michel Barnier dans son programme, expliqué que la question, les questions migratoires étaient aussi une priorité qu'il fallait pouvoir régler. Et donc Bruno Retailleau avant sur ce sujet, il le fait d'autant plus volontiers qu'il sait avoir le soutien des Français. Je crois que c'était le Figaro aujourd'hui qui publiait un sondage Odoxa et qui montre que même dans les rangs de l'ancienne majorité, en tout cas chez Renaissance, ils sont une immense majorité à vouloir des changements radicaux sur un certain nombre de critères sur lesquels avance le ministre de l'Intérieur. D'autant que le ministre de l'Intérieur négocie des accords avec des pays tels que l'Irak, le Kazakhstan ou l'Égypte pour y envoyer des étrangers impossibles à expulser dans leur pays d'origine. Ça, c'est une des pistes qui est évoquée par Bruno Retailleau. Non, mais la réalité, c'est qu'il est en train de se passer sous nos yeux une révolution en Europe. Il y a eu un verrou psychologique qui a sauté, là. Oui, vous me l'enlevez de la bouche. Il y a la parole des peuples européens est enfin en train, alors enfin peut-être parce qu'il est très tard, et j'espère pas trop tard, enfin d'être entendu, sans être démoli médiatiquement, moralement. Et donc, d'une certaine manière, l'Europe est en train de s'orbaniser. Monsieur Orban... Vous n'êtes pas un peu fort, quand même ? Non, mais c'est volontairement que je dis ça de manière un peu provocatrice, c'est vrai. Mais je me permets de vous indiquer que Monsieur Orban était la bête noire de l'Europe. Tout le monde riait de lui. On le nazifiait. La Hongrie a été condamnée à une amende astronomique pour faire ce que maintenant... tous les peuples... En tout cas, l'Italie, le modèle italien a sans doute accéléré cette mutation psychologique. Regardez ce qu'on fait le Scandinave, regardez ce que fait la Pologne. Monsieur Tusk, c'est extraordinaire. Mais Monsieur Tusk qui est un modéré centriste, peut-être même à gauche, il fait ce que ses prédécesseurs de droite polonais raillés voulaient faire, et c'est un Emmanuel Macron polonais, un peu. Oui, ils ont la même matrice européiste. Voilà. Il fait pareil, il fait la même chose. Et qu'aujourd'hui, effectivement, Donald Tusk puisse remettre en cause le droit d'asile, veulent suspendre le droit d'asile parce qu'il aurait été totalement dévoyé. C'est quand même une divine surprise que des dirigeants qui vraiment étaient tous alignés sur le même schéma immigrationniste, aujourd'hui, sous la pression de leur peuple, en viennent à dire l'inverse et professer l'inverse de ce qu'ils professaient avant. Oui, c'est une bonne nouvelle. On va continuer à parler de l'immigration justement et de ce déplacement de Michel Barnier, de Bruno Retailleau à la frontière franco-italienne. Et on a un auditeur, tiens, Guy, qui nous appelle, qui nous écoute. On va l'entendre dans quelques instants. À tout de suite. Et comme Guy, vous pouvez aussi réagir au 01 80 20 39 21 Europe 1. Il est 13h43 là. Et Michel Barnier, Bruno Retailleau sont en déplacement aujourd'hui à Menton puis à Vintimille en Italie dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière. Ils doivent rencontrer des ministres italiens pour établir un plan commun. Et on est avec Guy. Bonjour Guy. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous en direct dans Europe 1 13h. Alors, vous habitez en région PACA, mais vous connaissez bien cette zone-là puisque vous y avez habité.
Oui, je suis pas loin de la frontière, c'est-à-dire à 60 km à peu près. Jean-Lépin, Cannes, tout ça, c'est à côté, c'est pas loin. Et alors, que pensez-vous de ce modèle italien Vous voulez que je vous dise, chaque fois qu'on va là-bas, quand on va 2-3 fois par an, on n'est jamais contrôlé, rarement contrôlé. La dernière fois que j'étais, c'était en TER, vous savez, le train express régional. Au retour de 26 000 pour rentrer en France, on attendait le départ et il y a de la police des frontières, c'est bien. Qui est rentrée, elle a dû voir quelque chose de suspect. Elle a contrôlé, il y avait 3 personnes qui étaient peut-être suspectes. Oui. Et quand ils ont contrôlé, ils ont sorti une feuille de chou. Alors j'ai dit c'était la police des frontières, vous voyez. Et j'ai dit c'est quoi? Il m'a dit c'est des photocopies, machin. Bon, ils ont fait descendre et après le train est parti. Alors de temps en temps il y a des contrôles comme ça, mais il y a aussi en voiture. En voiture, ils ne peuvent pas contrôler des milliers de voitures qui passent tous les jours. Le problème, c'est que c'est Schengen. Voilà, Schengen, ça passe de tous les côtés. Oui. Donc, ils contrôlent. Et en plus, il faudra avoir des douanes volantes. Je me rappelle à mon époque, quand on allait quelque part, même s'ils rentraient à 10-15 km de la frontière, il y avait des contrôles. Ça s'appelle la douane volante, je pense. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Oui. Donc, notamment dans les zones montagneuses. Difficile. Et alors plus, quand j'allais vous dire, par les zones montagneuses, ils peuvent passer à un moment donné. Il y avait des volontaires. C'était, on les appelait les identitaires, tout ça, qui a été dissous, qui étaient des volontaires, des niçois, etc., qui a été contrôlés vu le flux de migrants qu'il y avait. Et ils ont été contrôlés tout ça. Et après, la police les a fait déménager, les a interdits, quoi. Alors en plus, vous voyez, quand vous voyez ce qui se passe actuellement, c'est que l'Espagne, c'est un gouvernement de gauche. Ils acceptent tout le monde et de temps en temps, ils nous envoient pas mal quand ils passent vers l'Espagne, par Perpignan, tout ça. Et après, ils atterrissent sur l'Italie et la France. Merci alors, beaucoup. Quand il y a pas allez-y. Oui, merci Guy. En tout cas, pour ce témoignage concret, effectivement, on a compris que vous habitiez pas loin de cette frontière italienne et vous constatez effectivement cette immigration clandestine régulière qui est difficile à enrayer. Mais d'ailleurs, ce qui est vrai, c'est que les flux aujourd'hui se sont quand même très largement taris entre l'Italie et la France. Les routes migratoires ont changé, donc qu'il s'agisse de Vintimille ou de Menton, il y a beaucoup moins de clandestins qui attendent pour passer la frontière, même si c'est vrai que les contrôles ne sont pas encore conséquents et que les routes ont varié et passent désormais par l'Espagne, les Canaries, avec un Pedro Sanchez qui c'est peut-être l'un des rares dirigeants européens qu'on évoquait tout à l'heure, qui aujourd'hui reste sur cette même idéologie immigrationniste et accueille à tout va ceux qui se présentent en Espagne. 13h51, le dernier sujet que je voulais aborder avec vous, c'était l'examen du budget qui se poursuit donc à l'Assemblée avec les droits de succession, la fiscalité avantageuse aussi qui pourrait être durcie sur ce secteur. Je vous propose d'écouter justement Franck Alizio. Il était invité de Pascal Praud ce matin et le député du Rassemblement national des Bouches-du-Rhône, il revient justement sur ces droits de succession. Moi, j'ai envie de prendre le problème à l'envers. Tout le système de droits de donation et de succession qui doit être revu. Ça fait des années et des années que tout le monde, c'était y compris dans le programme d'un certain Emmanuel Macron en 2022, voulait baisser les droits de succession et les droits de donation. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est les droits de donation et de succession en général qu'il faut baisser. Parce qu'aujourd'hui, la majorité, l'écrasante majorité du patrimoine des Français, c'est dans la pierre. Donc, s'il fallait baisser dans un premier temps des droits de succession et de donation, ce serait sur la pierre. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a des pays où les droits de succession sont à 0. Oui, à peu près la moitié des pays européens. En Italie, c'est pas taxé jusqu'à 1 million d'euros. Vous voyez, donc voilà. 80% des Français considèrent que moralement, c'est malsain cet impôt sur la mort. Voilà, taxer les droits de succession, taxer l'assurance vie aussi, ça fait vraiment partie des amendements qui sont déposés, donc ça pourrait passer, ça impacte énormément de Français. Est-ce qu'on va pas un peu trop loin là ? Non, mais c'est-à-dire que malheureusement, c'est la configuration de l'Assemblée nationale qui permet ce genre d'amendement, que ce genre d'amendement puisse être voté. Vous évoquiez l'assurance vie, l'amendement est passé, c'était un amendement déposé par le nouveau Front populaire et ils ont reçu le soutien d'un certain nombre de centristes qui militaient contre voilà quelques mois, comme si finalement ils essayaient à tout prix de s'assurer la pérennité de cette assemblée. Non, mais c'est désastreux. En revanche, on voit que les clivages gauche-droite
sont très très signifiants dans ces questions de droit de succession, d'assurance vie, avec même le RN qui a beau se targuer d'être ni de droite ni de gauche, en la matière se révèle plutôt de droite, puisque il préfère la transmission à l'égalitarisme dont se prévalent nombre de députés de gauche. Gilles William Gonadel. C'est une bonne remarque de Raphaël en ce qui concerne le RN, parce que là, ça touche à la famille. Et parce qu'il s'agit d'aligner la fiscalité de transmission des contrats d'assurance vie après un abattement sur le modèle de celui qui sera taxé, qui va taxer les droits de succession. Ce que je veux dire, cette question-là, c'est une question philosophique et presque métaphysique. La gauche, d'une certaine manière, déteste la réussite. Elle déteste la propriété et elle préfère les assister. Je suis en train de questionner l'inconscient, notamment de l'extrême gauche. Ça tourne autour de ça. C'est-à-dire que si on pouvait dépouiller celui qui travaille et celui qui a réussi pour le donner à quelqu'un qui n'a rien, notamment parce qu'il n'a pas fait... Il n'y a pas que la gauche, il y a le modem aussi, hein, on vient d'en parler. Oui, mais vous savez que ces choses-là... C'est quand même surprenant. Mais ces choses-là infusent par capillarité. Mais quand même. Vous ne croyez quand même pas que l'idéologie gauchisante qui domine les propos depuis 50 ans n'a pas infusé dans les consciences et dans les inconscients. Pardon, moi je suis en train de questionner... Non, mais vous n'êtes pas surpris par la posture du modem, Jean-Paul Mattei, qui valide donc cet amendement. Ça fait longtemps, je vous assure que ça fait longtemps que je ne suis pas surpris par un certain centrisme, effectivement. Raphaël Steinville, sur la posture du modem, qui interpelle quand même. Je soulignais les incohérences du modem et du centre en général. C'est-à-dire qu'après avoir défendu finalement à des droits de succession plus minimes, on voit les mêmes députés qui aujourd'hui, sous la pression du nouveau Front populaire, finalement vont dans le sens de la gauche. Mais parce que effectivement, lorsque vous évoquez les droits de succession et que vous visez plus particulièrement les plus riches, il est de bon ton à travers ce symbole de trouver quelques gages de votre humanisme. Là, c'est la détestation de la réussite. Le riche, on le déteste parce qu'il a réussi. Et d'une certaine manière, on reprend, pardon de vous le dire philosophiquement, c'est Proudhon, la propriété, c'est le vol. Ils ne sont toujours pas guéris de cette maladie-là. Est-ce que c'est pas le signe aussi qu'au-delà de ce budget, tous ces amendements, on va aller chercher l'argent dans les poches des Français au lieu d'aller chercher à faire des économies sur d'autres secteurs ou des dépenses publiques. Non, mais c'est tellement fou. C'est censé être exceptionnel, mais on a plus la sensation que c'est quelque chose qui va durer. Mais vous avez raison, et je vous l'ai dit la dernière fois, et je vous le répète maintenant, ils ont réussi à me faire détester l'impôt, parce que je sais que l'impôt, en plus, il ne va pas résoudre le problème des services publics, puisque on est le pays qui paye le plus d'impôts et dont les gens sont le plus maintenant mécontents de leurs services publics. Il y a quand même un problème. Mais c'est précisément parce que aujourd'hui, après que Michel Barnier ait présenté son projet de budget, que le Parlement a la main libre et que ce Parlement est constitué pour partie de députés, pour un tiers d'entre eux des députés de gauche, qu'on assiste à cette folie visant à imposer toujours plus, notamment les plus riches. Et ce sera forcément au programme d'Europe 1 Soir, ce soir avec Pascal de la Tour du Pin et 16h-18h. Cyril Hanouna, bien sûr, on marche sur la tête. Merci les amis, à bientôt.